Je vais démarrer avec les notions de lumière colorée et de peinture colorée. Nawel, si tu as besoin de poser des questions dans le chat, pose une question, ça je vais l'entendre et donc je m'arrêterai et j'irai voir ta question. Amira, tu peux utiliser ton micro. Alors déjà, la première chose que j'avais dit en cours le mardi pour ceux qui étaient là il y a 10 jours de ça, c'est que nos yeux, ils ont que 3 sensibilités aux couleurs. C'est un peu bizarre d'imaginer ça, mais ils sont sensibles au rouge, au vert et au bleu. Ils ont des capteurs de couleurs qui sont de 3 natures seulement, rouge, vert, bleu. Et si on arrive à percevoir du violet, du jaune, du cyan, enfin d'autres nuances de couleurs, c'est parce qu'on les active simultanément, plus ou moins intensément les uns les autres, et donc ça nous donne des sensations de couleurs différentes. Mais en réalité, il n'y en a que 3, donc on peut synthétiser, c'est-à-dire fabriquer toutes les sensations colorées grâce à ces 3 couleurs qui sont rouge, vert et bleu. Donc c'est ce qu'on avait dit en intro, rouge, vert, bleu, ce sont les cônes de sensibilité de les couleurs. Et toutes les autres sensations colorées que vous connaissez, orange, marron, tout ça, rose, c'est en fait une combinaison de ces 3 cônes-là, qu'on active plus ou moins intensément, est-ce qu'on les active en même temps ou pas, etc. Donc d'abord, pour fabriquer des couleurs, c'est ce qu'on appelle la synthèse. Synthétiser, c'est fabriquer. Il y a 2 types de synthèse. Il y a la première synthèse qu'on appelle la synthèse additive. Donc synthèse additive, ça veut dire qu'il y a de l'addition de lumière. C'est des lumières comme des spots. Vous imaginez, je sais pas, en boîte de nuit, il y a des spots où vous êtes à la fête des lumières à Lyon, il y a des spots qui éclairent une façade avec des couleurs. Et les endroits où les couleurs vont se chevaucher, ça va donner des sensations colorées différentes. Donc les 3 couleurs de base, qu'on appelle les couleurs primaires de la synthèse additive, ce sont le rouge, le vert et le bleu, comme les cônes de sensibilité de l'œil. Maintenant, si je prends une animation, alors je vais partager mon écran, ça sera plus simple. Je vais partager ici, je vais partager tout mon écran, voilà, comme ça vous verrez tout ce que je fais. Si je prends un simulateur, parce que nous on a fait ça avec des vrais spots de lumière la semaine dernière. Si je prends des spots comme ça, alors c'est des images de synthèse, mais l'avantage c'est qu'on voit ce qui pourrait se produire. Donc j'ai un spot vert ici, j'ai un spot rouge. Alors si je respecte l'ordre dans lequel ça a été mis, le vert il est à droite, le rouge à gauche et le bleu il est en haut. Donc le vert il est à droite, le rouge il est à gauche et le bleu il est en haut, c'est ça. Vous voyez ce que je fais, c'est bon? Quand ça passe d'un écran à l'autre, c'est bon. Ok. Donc, je regarde la réponse de... les filles, elles ont un empêchement, je crois, elles m'ont dit. D'accord. Bon, écoutez, elles regarderont la vidéo. Moi, je peux pas démultiplier, je suis pas Superman, donc je fais ce que je peux, mais je pourrais pas refaire une séance. Alors, du coup, si je reprends ce simulateur et que je les fais se chevaucher ces lumières-là, quand on chevauche le vert et le bleu, à l'endroit où les lumières s'additionnent, ça fait une sensation qu'on appelle le cyan. C'est un bleu clair comme ça. Ça s'appelle du cyan. Maintenant, si je chevauche le rouge et le bleu, à l'endroit où les deux lumières se chevauchent, donc on a additionné de la lumière bleue et de la lumière rouge, ça fait du magenta. Maintenant, si je chevauche le vert et le rouge, ça c'est le moins intuitif, c'est ça qui donne la sensation jaune à l'œil. Donc du rouge plus du vert en lumière, qui sont projetés au même endroit, ça donne du jaune pour l'œil humain. Maintenant, si je chevauche les 3 en même temps, ça donne une sensation de blanc. On active tous les cônes de couleur de l'œil, et quand tous les cônes sont activés, on a une sensation de blanc, comme la lumière du soleil, comme la lumière de l'éclairage. Donc en résumé, sur cette figure-là, si on la fait telle qu'elle est dessinée ici dans l'activité, eh bien, à l'endroit où le bleu et le rouge se chevauchent, ça donne du magenta. À l'endroit où le bleu et le vert se chevauchent, ça donne du cyan. Et à l'endroit où le rouge et le vert se chevauchent, ça donne du jaune. Et là où les 3 se chevauchent, ça donne du blanc.
On va rapidement remplir le tableau de droite. Rouge plus bleu, ça donne du magenta. Rouge plus vert, donc le rouge plus le vert, ça donne du jaune. Le vert plus le bleu, ça donne du cyan. Maintenant, si on additionne le rouge et la couleur qui est en face, le cyan, eh ben on va avoir le blanc. Puisque le cyan, il est lui-même constitué de vert et de bleu. Donc, faire du rouge plus du cyan, c'est comme si je faisais du rouge plus du vert plus du bleu, c'est-à-dire du blanc. Donc, à chaque fois que j'aurai dans ces couleurs-là les trois couleurs de base, rouge, vert, bleu, c'est que ça fait du blanc. Par exemple, le vert et le magenta. Le vert, il est fait de vert, mais le magenta, il est fait de bleu et de rouge. Donc, vert plus magenta, ça va faire du blanc. Bleu plus jaune, ça va faire du blanc. Et rouge plus cyan, ça va faire du blanc aussi. Les couleurs 2 à 2, quand on les additionne, quand elles font du blanc, on dit qu'elles sont complémentaires. Et les couleurs qu'on a obtenues, ici magenta, jaune ou cyan, ces couleurs-là, on les appelle des couleurs secondaires. Les couleurs primaires, c'est le rouge, le vert et le bleu. Les couleurs secondaires, ce sont celles qu'on obtient quand on les met 2 à 2, donc magenta, jaune et cyan. Voilà les couleurs secondaires. Ça, c'est pour la synthèse additive. Est-ce que vous avez des questions? Non. Nawel? Non? Ok. Donc on va passer maintenant à une autre synthèse, puisque ça c'est pas souvent qu'on fait des couleurs comme ça avec des spots de lumière. Ce qu'on fait plus souvent à l'école ou même chez vous, c'est de la peinture et vous mélangez en fait des colorants. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un colorant dans une encre ou sur un filtre coloré, c'est-à-dire un papier qui est un peu transparent mais qui est teinté, ou une solution qui est colorée aussi, c'est pareil, hein, elle apporte de la lumière, de la couleur, donc elle va paraître colorée. Ben, que ce soit du colorant, un filtre coloré, des objets comme ça qui ont une couleur, ça veut dire qu'ils absorbent certaines couleurs et qu'ils en renvoient d'autres, ou qu'ils laissent passer d'autres couleurs. C'est ça qu'on appelle ça la synthèse soustractive. C'est chaque fois qu'on va additionner un colorant en plus, qu'on va superposer des couleurs, des peintures ou des filtres, ça veut dire qu'on va soustraire de la lumière, on va en enlever de plus en plus. Parce que chaque couleur enlève de la lumière, enlève des couleurs. On l'appelle synthèse soustractive. Donc si je prends le simulateur que j'ai là, mais que j'utilise ça en synthèse soustractive, ici la simulation nous montre qu'on va utiliser des couleurs primaires, c'est les couleurs primaires de la synthèse soustractive qui sont le cyan, le magenta, le cyan ici, pardon, le magenta ici et le jaune. Alors vous savez dans tous ce que fait la sensation quand on mélange du jaune et du cyan. Qu'est-ce que ça fait comme couleur quand je mélange le jaune et l'espèce de bleu clair là, le cyan? Normalement vous devez savoir ça. Ça fait du vert, ouais, effectivement. Donc on le voit ici, ça fait du vert. Maintenant si je mélange le magenta et le jaune, ça c'est moins intuitif, mais ça fait du rouge. Et si je mélange le cyan avec le magenta, ça fait du bleu. Alors tout ça, ça s'explique. Ça s'explique. Dans quel ordre le prendre, mais je vais vous l'expliquer. Non, je vous l'expliquerai après. Donc, si je refais la figure qui est proposée dans le TP, alors je sais pas si c'est dans cet ordre-là, si je le prends ici. Donc j'ai le magenta à gauche, le cyan à droite et le jaune en haut. Donc je vais essayer de reproduire magenta à gauche, cyan à droite. Bah c'est bon. Et jaune en haut. Là où le magenta et le jaune se chevauchent, ça fait du rouge. En bas ici, sur le cyan et le magenta qui se chevauchent, qui se mélangent, parce que les couleurs qui se mélangent, les peintures qui se mélangent, ça fait du bleu. Là où le jaune et le cyan se mélangent, ça fait du vert. Et là où les trois se mélangent, ça fait du noir. Donc ici, je vais dire que là, j'ai entre le jaune et le magenta, quand je mélange une couleur jaune et magenta, en couleur, hein, en peinture, en lumière, ça fait du rouge. On voit que c'est un peu plus sombre. Quand je mélange du jaune et du cyan, ça fait du vert, qui est un peu plus sombre. Et quand je mélange du cyan et du magenta, ça fait du bleu. Par contre, si je mélange les trois couleurs, j'obtiens du noir au centre. Alors comment on peut expliquer ça? Si on a compris la synthèse additive précédente,
la synthèse additive précédente, elle explique que le magenta, en fait, est un mélange de deux couleurs qui sont le rouge plus le bleu. Le jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. Et le cyan, c'est un mélange de bleu et de rouge. Pardon. Non, pardon, je dis n'importe quoi. De bleu et de vert. Donc si on retient ça, alors on peut expliquer que filtre magenta, c'est-à-dire même une solution qui serait magenta, donc qui est transparente mais qui va laisser passer certaines couleurs et pas d'autres, on a dit que le magenta était un mélange de, en synthèse additive, hein, c'est un mélange de rouge et de bleu. Voilà. Le magenta, c'est censé être un mélange de rouge et de bleu en synthèse additive. C'est de la lumière rouge et de la lumière bleue qui donne cette sensation magenta. Donc, ça veut dire que le filtre magenta, si je lui envoie toutes les couleurs, il y en a une qu'il va supprimer, c'est-à-dire qu'il va l'absorber, c'est le vert. Parce que le vert n'est pas présent dans le magenta. Donc, un filtre magenta ou un colorant magenta laisse passer ou diffuse le rouge et le vert et le bleu, mais il va absorber le vert. Le filtre jaune, on a vu que le jaune, c'était un mélange de rouge plus du vert en lumière. Pour avoir une sensation jaune, il me faut de la couleur rouge dans la lumière et de la couleur verte. Donc il faut que le rouge et ce vert traversent le filtre. En revanche, le bleu, il est absorbé. Enfin, le filtre cyan, lui, il laisse passer le vert et le bleu, mais il absorbe le rouge. Donc le cyan, c'est une couleur qui est constituée de lumière verte et de lumière bleue. C'est ça que ça signifie. Donc il faut absolument apprendre par cœur ce que je vais, si vous l'avez sous les yeux, c'est ça. J'ai mal encadré, mais ça là, faut savoir par cœur tout ça. Si vous le savez pas, faut l'apprendre par cœur. C'est impératif. Sinon, on peut pas faire les raisonnements. Après, quand j'additionne ces trois couleurs, ça fait du blanc parce que c'est très très lumineux. En revanche, si je mélange toutes les teintures primaires, ben, j'obtiens du noir parce que j'ai plus du tout de couleurs qui passent. Ensuite, on voit dans des exercices qu'on peut superposer plusieurs filtres et dans ce cas-là, j'ai de moins en moins de lumière qui traverse. Expliquez brièvement à l'aide des schémas quelle est la couleur obtenue lorsqu'on superpose un filtre jaune et un filtre cyan. Donc il y a un filtre jaune qui est là, et puis à la sortie derrière, je vais changer de couleur, je vais essayer de prendre du cyan, je vais mettre un filtre cyan ici. Bon, je ne vais pas le peindre entier, hein, je le colorie comme ça. Bon, qu'est-ce que je sais du cyan? Normalement, il absorbe le rouge. Donc ça signifie que la lumière rouge, elle va pas sortir, elle n'existera plus, je la supprime, elle est supprimée, elle n'existe plus à la sortie du filtre. Le bleu, il peut pas sortir, il avait déjà été supprimé par le filtre jaune. En revanche, le cyan, on sait qu'il laisse passer le vert, et là on lui amène du vert, donc le filtre cyan va laisser passer le vert, donc je prends du vert, le vert va traverser. Ce qui fait que quand je superpose les deux et que je regarde de ce côté avec mon œil, ce que je vois, c'est une couleur verte et uniquement une couleur verte. Donc, ce qu'on explique là, c'est ce qu'on a vu également ici. Parce que du jaune plus du cyan, ça ne va diffuser ou laisser passer que le vert. Donc, le filtre jaune absorbe le bleu et transmet le vert. Il y a le rouge, mais le filtre cyan absorbe le rouge, il ne reste donc plus que la couleur verte. Maintenant, si on met les trois filtres, alors, hop, si je rajoute encore un filtre, c'est-à-dire il me manque le filtre magenta, bah, le magenta, lui, il va absorber, alors j'essaie de trouver du magenta dans ma palette de couleurs, mais c'est pas facile. Hein. On va prendre celle-là. Hein. Donc le magenta qu'on met ici, un filtre magenta, on le voit au-dessus, le magenta il absorbe le vert, et c'est du vert que je lui amène. Donc le vert il va pas pouvoir traverser, ce qui fait qu'à la fin j'ai plus de lumière qui traverse les trois, et donc c'est noir. C'est pour ça qu'en plein centre, là où les trois filtres se chevauchent, ça fait du noir. Maintenant, quelle est la couleur du filtre magenta s'il est éclairé en lumière jaune? Donc si j'arrive sur mon filtre magenta, ici,
il est magenta, et je dis que je l'éclaire en lumière jaune. Si je l'éclaire en lumière jaune sur ces croquis-là, ça veut dire que je l'éclaire avec deux couleurs de base primaires qui sont le rouge plus le vert. Puisque le jaune, par définition, cette couleur-là, elle est constituée de lumière rouge et de lumière verte. Donc voilà avec quoi je l'éclaire, le filtre magenta. Sauf que quand je regarde ici, le filtre magenta, il absorbe le vert. Donc le vert ne va pas passer, il va être stoppé. En revanche, le rouge, il va pouvoir traverser. Donc la sensation colorée que je vais avoir, si j'éclaire en jaune un filtre magenta, le filtre magenta, il va m'apparaître rouge. Donc la couleur de ce filtre, c'est le rouge. Le filtre apparaît rouge. Est-ce que c'est bon pour toutes les deux là? Oui. Ok. Je vérifie qu'il n'y a personne. Ok, parfait. Bon, alors maintenant, cette synthèse soustractive, on l'a vu avec les filtres, mais on peut la voir aussi avec tous les objets qui sont colorés. Parce qu'en fait, là on a raisonné qu'avec de la lumière qui traverse, mais on peut parler de diffusion aussi. La lumière peut être diffusée et absorbée. Donc quand la lumière arrive sur un objet, il peut lui arriver trois sortes de choses, ou quatre sortes de choses à cette lumière. Ça c'est la lumière qui arrive, on l'appelle la lumière incidente. Donc c'est l'éclairage en fait. Souvent on éclaire en lumière blanche avec le soleil. Eh bien, quand ça rebondit de façon symétrique, on appelle ça la réflexion. Quand l'objet refait sortir de la lumière dans toutes les directions, donc quand ça repart dans toutes les directions, on appelle ça de la diffusion. La lumière elle est diffusée de partout. Hein, le terme de diffusion, si je vous donne, je sais pas moi, des copies à diffuser aux élèves, je vous donne un paquet, puis vous allez le distribuer à tout le monde. Donc ça va être de la diffusion. Et puis, si ça traverse ici, on appelle ça la transmission. Et enfin, ici en plein centre, on peut faire quelque chose d'un peu sombre. En fait, il y a certaines des lumières qui sont arrivées qui n'ont été ni diffusées, ni transmises, ni réfléchies. En fait, elles sont absorbées. Elles sont absorbées, elles sont transformées en énergie. Souvent, ça fait la chaleur. Hein. D'ailleurs, si vous êtes habillé en noir, ça veut dire que vous absorbez toute la lumière colorée. Et donc, ça chauffe. Hein. Alors, du coup, les petits défis, on les fait vite fait, après on passe aux lentilles. Je vous enverrai les corrections d'exercice aussi qu'on a fait. Donc si j'ai un objet qui est de couleur jaune, comme un citron, hein, le citron il est jaune, s'il est jaune, ça veut dire que cet objet-là, un citron qui est jaune, je vais prendre du jaune, hop. Un citron qui est jaune, je vais le dessiner ici, s'il paraît jaune, c'est juste qu'on lui a envoyé les couleurs nécessaires à ce qu'il passe jaune, parce qu'un citron dans le noir, il est noir. C'est pas lui qui émet lui-même sa couleur, hein, il faut l'éclairer pour qu'on le voit. Ça signifie qu'un citron qui est jaune, ce qu'il fait, lui, ce qu'il diffuse comme couleur dans toutes les directions, c'est les couleurs rouges, qui diffusent dans toutes les directions, mais aussi le vert. Pour qu'il passe jaune, il faut qu'il diffuse ces deux couleurs-là, parce que le jaune, c'est un mélange de rouge et de vert. Donc il diffuse les deux. Voilà ce que fait un citron lorsqu'on lui amène du rouge et du vert. Et si on lui amène du bleu, le bleu, il va pas être diffusé. Donc, quand j'éclaire un citron en lumière blanche, c'est-à-dire un mélange de rouge, de vert et de bleu, le bleu est absorbé par le citron et le reste, c'est diffusé dans toutes les directions. Donc maintenant, si je l'éclaire que en vert, le citron, si je l'éclaire que en vert, je lui amène que de la couleur verte, donc il peut inventer la couleur rouge et la diffuser. Il ne va faire que diffuser le vert. Du coup, il va apparaître vert. Parce que le citron jaune diffuse du rouge et du vert. Si je lui apporte que du vert, il va diffuser que du vert. De la même manière maintenant, si ce citron, je décide de l'éclairer en rouge. Je sais que le citron peut diffuser le rouge et le vert, mais je ne lui apporte que le rouge. Et la même logique, il va apparaître rouge. Parce que je lui amène du rouge, il ne peut diffuser que le rouge dans toutes les directions et pas le vert, donc il apparaît rouge. Maintenant, si je l'éclaire en bleu, le bleu, c'est pas une couleur qu'il va diffuser, le citron. Donc si je l'éclaire en bleu, le bleu il va être absorbé.
qui fait que le citron ne va pouvoir renvoyer aucune couleur. Donc, il n'y a aucune de ces couleurs-là qui va être envoyée puisque je n'en ai amené aucune. Tout ce que j'ai amené, c'est du bleu et j'ai éclairé le citron en bleu. Donc, le bleu va se retrouver dans le citron absorbé et donc rien va être envoyé. Si rien n'est renvoyé par le citron, bah, il apparaît noir. Donc, ici, le citron ne peut rien diffuser puisqu'il absorbe le bleu, donc il apparaît noir. Maintenant, si j'éclaire le citron en cyan, alors je vais gommer mes trucs, mes traits noirs qui sont là, et puis celui-là aussi. Si je l'éclaire en cyan, je sais qu'il est capable de diffuser du vert et du rouge. Le cyan, on avait vu que c'était un mélange de vert et de bleu. Donc il y a du bleu qui arrive et du vert qui arrive sur le citron. C'est la lumière incidente qui arrive. Ben, de ces deux couleurs-là, la seule qu'il va pouvoir diffuser, c'est le vert, donc il n'y aura pas de rouge, puisque je lui en ai pas amené. Du coup, le citron il va apparaître vert quand je l'éclaire en cyan. Enfin, de la même logique, si je l'éclaire en magenta, ça veut dire que je lui apporte du bleu et du rouge, ben, il va diffuser que le rouge, donc il va apparaître rouge. Voilà comment on explique un objet qui, dans notre tête, normalement il est censé être jaune, mais en fonction de l'éclairage que je lui apporte, il peut diffuser que certaines couleurs de celles qu'il doit diffuser normalement, et donc il apparaît d'une autre couleur. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon pour toi aussi, Amira? Pas Amira, Nawel. Ok. Donc maintenant, dernière chose, votre téléphone portable fonctionne avec la synthèse additive. Pour quelle raison? Parce que votre téléphone portable, c'est un émetteur de lumière. Il émet de la lumière, comme ces spots lumineux. Depuis l'écran de votre téléphone, il y a de la lumière qui part. Vous le voyez dans le noir, votre téléphone. Donc il va constituer toutes les couleurs en faisant de la synthèse additive. Alors pour ça, il suffit de le mettre sous un microscope pour se rendre compte. C'est ce qu'on a fait avec des élèves. Et donc quand on regarde sous un microscope un écran blanc de téléphone portable, on se rend compte qu'en fait, de très très près, c'est pas blanc. C'est des petits points de couleur, rouge, vert, bleu, qui à eux trois sont appelés un pixel, et qui sont tous éclairés. Donc rouge, vert, bleu, ça fait du blanc. Maintenant, si c'est simplement un écran, une partie de l'écran qui est rouge, quand je regarde au microscope, bah, j'ai que les petits points lumineux rouges qui sont éclairés sur l'écran, les autres sont éteints. Si je veux faire du vert, j'éclaire que les verts. Si je veux faire du bleu, j'éclaire que les bleus. Maintenant, si je veux faire du jaune, bah, le jaune, on avait vu que c'était un mélange de couleurs vertes et de couleurs rouges. Donc, le téléphone portable, il va éteindre les petits points lumineux qui sont bleus et va laisser les verts et les rouges allumés et on aura une sensation à l'œil qui est jaune. Pour le magenta, c'est la même logique, sauf que c'est le bleu et le rouge qui vont être allumés, le vert sera éteint. Pour le cyan, c'est le bleu et le vert qui seront allumés, le rouge sera éteint. Maintenant, si je veux faire du noir, bah, j'éteins tout. Là, c'est le principe de la synthèse additive faite à un écran d'ordinateur ou de téléphone. Maintenant, bah, chez vous, vous en avez peut-être une aussi. Il y a donc c'est de la synthèse additive. Maintenant, il existe une autre façon chez vous, peut-être que vous avez une imprimante couleur, de faire des couleurs, c'est d'utiliser des encres. Le papier qui est sorti de l'imprimante, s'il vous apparaît coloré, c'est simplement que vous l'avez éclairé avec la lumière de votre chambre ou la lumière de la fenêtre. Sinon, la feuille de papier, elle n'envoie pas de lumière. Donc, c'est pas de la synthèse additive qu'elle fait, c'est de la synthèse soustractive. On lui envoie de la lumière, et elle diffuse celle qu'elle a envie de diffuser, cette couleur. Donc j'ai trois cartouches de base qui sont du cyan, du magenta et du jaune. Et grâce à ça, en faisant de la synthèse soustractive, je peux faire toutes les autres couleurs comme on l'avait vu précédemment en synthèse soustractive. Donc en fait, la machine va envoyer du colorant aux mêmes endroits pour mélanger ces colorants et donner d'autres sensations colorées. Par exemple, s'il veut faire du vert, et ben elle va superposer de la couleur jaune et de la couleur cyan au même endroit. Si elle veut faire du rouge, cette imprimante, elle va superposer de la couleur cyan et de la couleur magenta. Non, pardon, du magenta et du jaune. La seule couleur commune diffusée, c'est le rouge. Puis, si elle veut faire du bleu, elle va projeter au même endroit du cyan et du magenta. Ça, c'est la logique. Bon, je vais m'arrêter là pour la synthèse des couleurs. Tout ce qui s'affiche, la correction, tout ça, là, je vous envoie ça après cette correction. Hein.
Si je l'ai pas déjà fait d'ailleurs, je sais même plus. Et je vais passer maintenant aux lentilles. Est-ce que vous avez des questions là, à ce stade-là? Non. Non? Donc on va prendre le deuxième TP et on va parler des lentilles. C'est quelque chose qui est au programme de seconde qu'on a revu un peu plus détaillé. Ok. Donc pour les lentilles, alors j'en ai mis plein d'exemples ici des lentilles dans des objets du quotidien. Il y en a vraiment plein. Tout ça, c'est des objets qui comportent des lentilles. Donc les lentilles, évidemment, qu'on se met dans les yeux, ça s'appelle lentilles, donc c'est assez simple. Les téléphones portables et leurs appareils photo, bah, cet objectif-là, il est fait d'une lentille. Une loupe, c'est une lentille. Dans un télescope, il y a une lentille. Dans un téléobjectif d'appareil photo, une lunette, c'est une lentille. Un microscope, hein, vous avez compris. Il y a des lentilles de partout. Mais j'ai pas tout mis. Maintenant, comment ça fonctionne une lentille? Déjà, c'est un objet transparent qui va laisser passer de la lumière, mais qui va la dévier par réfraction. Mais il va pas la dévier n'importe comment. Auparavant, avant d'expliquer le mode de fonctionnement d'une lentille, il faut que je rappelle un petit peu des choses sur la lumière. J'ai mis un Playmobil ici, mais je pourrais prendre Nawel ou Amira comme exemple aussi. Dans une salle, ça serait la même chose. Sans vouloir vous écrire, je pourrais vous appeler objet. Un objet de lumière, c'est en fait un objet qui diffuse de la lumière qu'on lui a envoyé. Donc ce Playmobil, il diffuse de la lumière, c'est pour ça qu'il a certaines couleurs, etc. C'est pour ça qu'on le voit. Maintenant, un objet, on peut le considérer comme étant un ensemble de points. Donc j'ai l'œil gauche, j'ai l'épaule, j'ai le pouce, je sais pas, j'ai le ventre, le nombril. Il y a une infinité de points sur un objet comme ça. Et je peux considérer que chacun de ces points, il émet de la lumière dans toutes les directions. Donc si je prends par exemple le point A qui est le pied en bas à droite là, bah, ce point-là, il diffuse de la lumière dans toutes les directions. Je lui ai envoyé de la lumière avec l'éclairage, bah, il va la rediffuser un peu de partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des rayons de lumière. Il y en a une infinité, j'en ai représenté quelques-uns. Ça part dans tous les sens. Du coup, que je me mette en bas, sur le côté, au-dessus, je vais voir le pied. Maintenant, pareil, au sommet de la tête, bah, le point B, il envoie de la lumière dans toutes les directions. Je pourrais faire ça avec tous les points, ça servira à rien, parce que ça prendrait super longtemps, parce qu'il y a une infinité de points pour l'objet. Donc en général, on va réduire un objet à 2 points, objets, qui sont le point du bas, qu'on appellera le point objet A, et le point du haut, qu'on appellera le point objet B. Donc on réduira un objet à 2 points, un point A, un point B. Tout ce qui sera au milieu, ça sera déduit. Maintenant, si je prends un point objet d'un objet, j'essaie de le faire passer à travers un système optique. Un système optique, ça peut être un microscope, une lentille, n'importe quoi, ça peut être une lunette, plein de choses. Donc j'ai le système optique, j'ai juste mis une parenthèse, on peut mettre tout et n'importe quoi dedans, c'est quelque chose de transparent et qui va modifier la trajectoire de la lumière. Il arrive de temps en temps que si je prends le point objet, une balle de tennis par exemple, je prends le point objet à le sommet de la balle, les rayons quand ils rentrent dans le système optique, ils s'écartent. On les voit, ils s'écartent là pour rentrer dans le système optique. Bah, il arrive qu'en ressortant, en fait, ils se rapprochent. Et si tous ces 4 rayons que j'avais dessinés, il y en a plus, hein, mais j'en ai dessiné que 4, ils se rapprochent, ça veut dire qu'ils vont se croiser quelque part, et l'endroit où ils se croisent, on appelle ça A', et on appelle ça le point image. En fait, il va se former une image à cet endroit-là, là où ça va se retrouver. Donc, bah, si je veux, je peux aussi faire le point image de l'objet B, donc du point objet B, donc je peux avoir un B' quelque part. Donc l'image sera considérée comme étant l'ensemble des points images qu'on peut obtenir derrière le système optique. Alors, le cas d'un objet très éloigné, alors ça c'est un peu particulier. Si je mets ma balle ici, les rayons qui rentrent dans le système, ils ont un certain angle ici. Je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 degrés d'angle. Maintenant, si je mets la balle un peu plus loin, bah là, je vais peut-être avoir plus que 10 degrés. C'est moins grand comme angle entre les rayons. Si je la mets encore plus loin, ici, je vais peut-être avoir plus que 5 degrés d'angle. Et si je me mets très très loin, que je considère presque comme un match à l'infini, bah dans ce cas-là, je peux considérer que les rayons de lumière qui proviennent de ce point, bah ils arrivent sans angle, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles. J'ai 0 degré entre eux, ils sont parallèles.
Donc, on dit qu'un objet qui est infiniment éloigné, il arrive avec des rayons parallèles dans le système optique. Alors, quelques rappels de secondes maintenant concernant la lentille, parce que ce que je viens de citer là, vous n'avez pas parlé en secondes. D'abord, une première question, est-ce que vous avez vu les lentilles en secondes? Oui. Ouais. Et toi, Noël? Ouais, parfait. Donc, on va redire les choses de la seconde. Alors, déjà, on travaille que sur des lentilles convergentes. Si je regarde tous les exemples qui sont là, celui-là en particulier, parce qu'on le voit bien de profil, et celui-là, on constate que une lentille convergente, au centre, elle est plus épaisse. Ici, c'est plus épais que sur les bords. Pareil, si je prends celle-là, au centre, c'est plus épais que sur le bord. Donc, lentille convergente, en fait, elle est toujours plus épaisse au centre que sur les bords. Donc, si je prends tous ces exemples de lentilles qui seraient coupées en coupe là, alors celles qui sont convergentes, c'est celles qui sont plus épaisses au centre. Donc, celle-là, elle est plus épaisse au centre, elle est convergente. Celle-là est convergente parce qu'elle est plus fine au centre. Celle-là, elle est pas convergente non plus parce qu'elle est plus fine au centre que sur le bord. Celle-là, elle est convergente parce que je vois qu'ici, c'est plus épais que sur le bord. Et puis celle-là, elle est convergente aussi. Celle-là, elle n'est pas convergente parce qu'ici, c'est plus fin que sur le bord ici. Donc voilà comment reconnaître des lentilles convergentes. Il y a plein de lunettes qui sont faites avec des lentilles convergentes. Et on n'étudiera que les lentilles convergentes. Alors, comment ça se modélise une lentille convergente? On va pas faire ces petits dessins tout le temps. Donc, pour simplifier les choses, la lentille elle se représente avec une double flèche, comme ça. C'est ce que vous aviez vu en seconde. Maintenant, pour situer l'endroit où on la met, on trace un axe imaginaire qu'on appelle l'axe optique et qui passe par le centre de la lentille qu'on appelle O. Donc il y aura toujours des pointillés comme ça avec une petite flèche qui montrent l'axe optique et cet axe il est orienté pour montrer dans quel sens se propage la lumière. Elle va de la gauche vers la droite. Après, si je parle d'une lentille, vous avez vu, mais il y a deux points imaginaires, enfin deux points qu'il faut imaginer, qui s'appellent le point foyer image, qu'on appelle F', et de façon symétrique de l'autre côté, si je fais la même chose de l'autre côté, j'obtiens alors je suis un peu plus loin, pardon, j'ai le point foyer objet qu'on appelle F. Donc ça c'est la façon dont on modélise une lentille qui est utilisée. Tout ce qui est ici en rouge et puis les lettres là, c'est des choses qu'il faut imaginer, c'est des repères qu'on imagine. Alors, il y a une chose qu'on appelle la distance focale, c'est la distance qui existe entre le centre de la lentille et le foyer image. Cette distance focale, on peut la noter F', mais alors là, il faut être très attentif, on la note OF' aussi avec une barre. Alors ça signifie que c'est une mesure algébrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une mesure algébrique? En mathématiques, ça veut dire qu'il peut y avoir un signe. Si j'avance dans un sens que j'ai choisi comme étant un sens qui avance, si j'avance de O vers F', je vais dire que c'est positif. Mais si je recule de O vers F', je vais dire que c'est négatif. Un exemple. Si je prends, par exemple, la mesure, alors OF' qui est ici, O est ici, F' est là, donc ça va dans le sens de l'axe optique. Ce sens positif, il est noté ici. Donc de la gauche vers la droite, c'est positif. Du coup, ça va être une valeur qui est positive, qui vaut peut-être 10 cm, j'en sais rien. Maintenant, si je décide de mesurer F'O, avec toujours la barre au-dessus, ça veut dire que je vais mesurer la distance qui va de F' vers O, elle est orientée, et comme elle va en sens à l'envers, en fait, de la lumière, elle va être inférieure à 0. Donc il y aura un signe négatif. Ça marche aussi verticalement. Si je choisis un objet AB, on verra ça tout à l'heure, que je représente un objet AB comme ça qui est vers le haut, alors je vais pouvoir dire que la distance AB algébrique, donc avec une barre au-dessus, elle est supérieure à 0 parce qu'elle monte, elle va dans le sens positif vers le haut. Maintenant, si j'avais mesuré BA, comme ça descend, ça serait négatif. Donc c'est un peu comme les vecteurs que vous aviez vu, il y a des signes en fonction de l'ordre des lettres et du sens conventionnel que je choisis. Donc c'est positif quand je vais de la gauche vers la droite, c'est positif aussi quand je vais du bas vers le haut. Alors, il y a les points particuliers, le centre optique O, c'est le centre de la lentille, l'axe optique, c'est l'axe qui passe par le centre de la lentille et qui est perpendiculaire à la lentille.
Le foyer image, c'est le point de l'axe vers lequel converge un faisceau de rayons incidents parallèle à l'axe optique. On va en parler tout à l'heure. Donc quand j'arrive avec un faisceau parallèle dans une lentille, bah, ça va tous croiser à un même point qu'on appelle le foyer image. Donc on peut repérer assez facilement si j'ai un objet qui est à l'infini, je repère l'endroit où se trouvent tous les rayons qui se convergent. Par exemple, je veux faire cramer une fourmi avec une loupe. Je prends la lumière du soleil qui est à l'infini presque, et là où la lumière se concentre et ça brûle, bah, c'est le foyer image. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un foyer, hein, parce qu'à l'origine, on devait brûler des choses avec. Bah, le foyer objet, bah, c'est le symétrique de l'autre côté du centre optique. Et enfin, la distance focale, c'est la distance OF'. Donc attention, les mesures algébriques sont avec des signes positifs ou négatifs, donc de bas en haut ou de gauche à droite, c'est une distance positive. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ok. Donc maintenant, alors ça, on va pas le faire. Cette expérience, c'est pas possible. Mais en fait, j'avais donné tout un tas de lentilles aux élèves et je leur avais demandé d'essayer de retrouver la lentille qui a une distance focale de 0,125 mètres, c'est-à-dire 12,5 cm. Alors pour ça, bah, il suffisait de trouver un objet qui était très très éloigné, un objet qui envoie de la lumière, et d'utiliser une lentille et de la mettre devant cette lumière pour collecter les rayons de lumière, et l'endroit où ces rayons se retrouvent ensuite, ça forme une image sur un écran. Donc en plein centre ici, je vais avoir le foyer image F'. Donc pour déterminer la distance focale, il suffisait de mesurer l'endroit où je place ma lentille pour avoir une image nette de l'objet. Là, c'était une fenêtre avec un arbre. Et bah, cette distance focale, je pouvais la retrouver. On voit que l'image est à l'envers, parce que là, c'était ma fenêtre, un arbre, et il est complètement inversé. Donc l'image, elle est renversée. Elle est plus petite que ça, c'était ma fenêtre, donc c'est projeté sur un petit écran, donc c'est tout petit. Je sais pas si je peux vous le montrer ici, moi, je sais pas si vous allez le voir. Vous allez me dire, j'ai activé ma caméra, vous me dites si vous voyez ou pas ce que je fais. Parce que là, je suis chez moi, donc vous allez voir chez moi. Il y a une fenêtre en face de moi et je vais essayer de collecter les rayons de lumière. Alors, faut que je partage du coup la vidéo là. Vous me voyez peut-être pas en grand écran là. Alors, je vais partager ma caméra, voilà. Donc là, vous me voyez en grand écran? Oui. Ouais. Alors, je sais pas si ça se verra bien. J'aimerais bien le voir aussi. Ok. Donc là, j'ai pris une enveloppe. Face à moi, en face de moi, là, il y a ma fenêtre, il y a un arbre. Alors, je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Franchement, j'essaye. Voilà, j'essaye de former l'image ici. Mais franchement, j'ai des doutes que vous voyez quelque chose. Ça doit pas être assez lumineux. J'arrive à collecter la lumière de dehors un peu et former une image sur l'enveloppe. Vous voyez quelque chose ou pas? Non, vous voyez rien, hein. Non. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. Ouais, bah j'insiste pas parce que c'est normal, on voit pas grand chose. Bon, je repartage tout mon écran. Ok. Donc l'objet il est plus petit et il est inversé, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, les révisions de seconde portaient sur trois rayons caractéristiques. En fait, les rayons de lumière qui arrivent dans les lentilles, il y en a une multitude, il y en a une infinité qui peuvent arriver avec plein d'angles différents. Mais on sait ce qui peut arriver à trois types de rayons. Donc il faut retenir qu'il y a trois rayons particuliers, on sait ce qu'ils vont devenir en sortant de la lentille. Quand on regarde l'image qui est ici, on voit déjà que tous ces rayons qui arrivent là, le premier qui est là, le deuxième qui est au centre ou le troisième qui est là, ils passent tous par le centre de la lentille, bah, ils ressortent sans être déviés. Celui-là il part tout droit, celui-là il part tout droit, celui-là aussi. Donc le rayon 1, un rayon qui passe par le centre de la lentille, quel qu'il soit, hein, mais un rayon qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Maintenant, un rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc qui arrive comme ça, parallèle à l'axe optique, eh bien, quel que soit ce rayon-là, il va forcément passer par le foyer objet. Donc, il ressort de la lentille en passant par le foyer image, le foyer image, F'. Enfin, dernier rayon caractéristique, c'est celui qui arrive dans la lentille en provenant du foyer objet, ou en étant passé par le foyer objet avant.
Donc le rayon qui arrive par le foyer objet F, il va sortir de la lentille parallèle à l'axe optique, qui sont tous parallèles. Donc ça, il faut le retenir parce qu'on va devoir tracer ensuite des rayons lumineux. Exemple ici. On va symboliser le Playmobil qu'on avait tout à l'heure, là, qui était debout comme ça, avec ses deux bras, et puis ses pieds. Là, c'est le Playmobil. Et ben, on va le dessiner tout simplement sous forme d'une flèche A, B. A, c'est les pieds, B, c'est la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle l'objet. On va s'intéresser simplement à deux points objets de cet objet, le point le plus bas, le point A, et le point B. Mais on va surtout s'intéresser au point B, en fait. Pardon. Donc, je vais prendre certains des rayons qui partent du point B. J'ai dit que le point objet B, ça émettait des rayons dans toutes les directions. On a une infinité des rayons. Sur tous ces rayons qui partent, je peux me dire, bah tiens, je sais, vu ce que j'ai là-haut, que parmi tous ces rayons, si j'en trouve certains qui répondent à ces critères-là, je sais ce qu'ils vont devenir. Par exemple, un rayon qui passe par le centre de la lentille. Donc si je prends un rayon qui part de B et qui passe par le centre, ici, je place ma règle, et je trace ce rayon-là, je sais qu'il n'est pas dévié. Donc à la sortie de la lentille, je vais continuer tout droit. Donc ce premier rayon-là, je sais ce qu'il va devenir. Il part de B, il passe par le centre, et donc il n'est pas dévié, il continue tout droit. Maintenant, je prends un autre, un qui arrive parallèle à l'axe optique, en vert. En partant de B, il va être parallèle comme ça, il va arriver à cette hauteur-là, et je sais qu'en arrivant là, après, il doit passer par le foyer image, F'. Du coup, je place ma règle de ici, en passant par F', et voilà ce que devient le rayon. Il se croise ici. Maintenant, je peux en tracer un troisième. C'est le rayon qui arrive par le foyer objet. Donc, je pars de B, je passe par le foyer objet ici, et je vais arriver à peu près par là. Je sais que ce rayon-là, il sort parallèle à l'axe optique. Quand je trace ces trois rayons-là, je vois qu'ils se croisent tous en un même endroit. Et on a dit au tout début que quand les rayons qui partent d'un point objet, qui sortent d'un système optique et qui se croisent, ils se croisent en un endroit qu'on appelle le point image, donc avec B'. Pour retrouver l'endroit où se trouve A', il suffit que je remonte à la verticale ici sur l'axe optique, et là où j'arrive sur l'axe optique, ça sera A'. Je peux dessiner avec une flèche l'image A', B'. Alors, après, on me demandait, sur ce schéma, compte tenu de l'échelle qui est indiquée ici, on me demandait de faire des mesures. Donc, mesurer la distance focale F', c'est mesurer la distance qui va de O à F'. Dans 3 quarts d'heure. Donc, de O à F', je vais mesurer le nombre de carreaux que ça représente. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Quand je compte là. 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Ça va de la gauche vers la droite. Donc je sais que c'est positif. 6 carreaux, pour chaque carreau j'ai 1 cm. Donc j'ai 6 cm. Maintenant on me demande de mesurer la distance à laquelle se trouve l'objet A. Donc c'est la distance OA. Il y a une barre dessus. Donc il faut que je m'intéresse au signe et que je mesure. Donc déjà, de O vers A, je vais en arrière par rapport au signe positif conventionnel. Donc ça va être négatif ici. Maintenant, je compte le nombre de carreaux, je crois qu'il y en a 16. Donc ça va être moins 16 cm en arrière. Maintenant, la taille de l'objet. La taille de l'objet AB qui est ici, il fait 1, 2, donc 1, 2, 3, 4 carreaux de haut, donc il fait 4 cm, et comme c'est vers le haut, parce que ça part du bas A et ça va vers le haut B, donc ça monte, c'est positif, donc ça fait plus 4. Maintenant, l'endroit où se trouve l'image qu'on a trouvé grâce au tracé des rayons, on mesure de O à A', alors on n'a pas un nombre de carreaux entiers, mais on mesure quand même, là j'ai 6 carreaux jusqu'à F', 7 carreaux, 8 carreaux, 9 carreaux, virgule 4 à peu près. C'est positif, c'est pas négatif, donc c'est plus 9,4 cm. Ça va de O vers A', donc de la gauche vers la droite, c'est positif. Et enfin, A', B', là ça descend, ça fait 2 carreaux, donc 2,2 cm, mais c'est négatif.
Alors c'est moins 2,2, pardon. Tu fais une erreur. Là. Moins 2,2. Ok. Donc il faudra penser à mesurer, ça c'est la nouveauté par rapport à la seconde, mesurer les distances, mais avec le signe. Quand il y a une barre dessus, ça veut dire qu'il faut prendre en compte le signe, c'est soit positif quand ça va de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut, soit négatif dans les cas contraires. C'est bon pour ça? Oui. Ok. Alors, maintenant, on va voir les expériences qui ont été faites en TP avec en réel une lentille et des objets. Donc, on avait un dispositif expérimental comme celui-là, donc un grand banc comme ça que vous allez voir en vidéo, ce que j'ai filmé, une source de lumière pour avoir suffisamment de lumière. Ici, un trou avec à découper dedans un objet en forme de F, à pas confondre avec le foyer. C'est un objet, c'est une lettre en fait, Playmobil. Et donc il y a de la lumière qui va partir dans toutes les directions qui va sortir de ce F, et parmi toutes ces lumières, je vais en couper dans la lentille. Et avec l'écran, je vais essayer de former une image de ce F, mais sur l'écran à la sortie de la lentille. On me demande d'utiliser une lentille qui a une distance focale de 20 cm. Je sais que OF' que je vois pas physiquement, c'est quelque chose qu'on imagine, mais ça fait 20 cm. Et on me demande de placer l'objet à moins 30 cm. Donc il faut que j'ai la distance OA, c'est-à-dire l'objet A, à moins 30 cm. Donc de là à là, il me faut moins 30 cm. Et après, on déplace l'écran pour obtenir l'image la plus nette possible. Et ensuite, on va mesurer la taille de l'objet qu'on a, donc la hauteur du F. On va mesurer la distance OA', donc de là à là. On va mesurer la taille de l'image, A'B', et puis ensuite on fera le rapport des deux. Donc je vous montre la vidéo que j'ai tournée hier. Et j'espère que ça va fonctionner, que vous allez la voir. Alors j'ai commenté les choses, mais je vais les commenter moi, parce que sinon vous n'allez pas entendre le son de la vidéo, je pense. Donc ça, vous reconnaissez, ça c'est la salle 2. C'est celui que je voulais montrer, pardon. Donc c'est cette vidéo-là que je vais vous montrer d'abord. Donc ici, on a une lentille, c'est ça la lentille qu'on va utiliser, qu'on avait utilisée. Ça c'est l'objet, donc le fameux F avec il y a de la lumière juste derrière. On peut allumer le générateur et on voit qu'il y a de la lumière derrière, et ça va être notre objet. C'est avantageux parce que il envoie pas mal de lumière, du coup c'est facile, même quand on n'est pas totalement dans le noir, de voir l'image. On va placer la lentille à cet endroit-là, donc ça c'est un portoir. On prend la lentille de plus 5, donc elle fait 20 cm de distance focale, cette lentille-là. On la positionne dans le portoir, et donc les rayons lumineux qui vont arriver dedans, ils vont traverser cette lentille, et puis avec l'écran qui est à droite, on va essayer de trouver l'image. Mais auparavant, on nous dit de régler OA comme étant égal à moins 30 cm. Donc, si j'ai placé l'objet ici à 0, ça veut dire que ma lentille, il faut que je la place à 30. Et quand je regarde les graduations, de cette graduation-là, 30, à celle-là, 0 en arrière, j'ai bien moins 30 cm en allant de O vers A. Donc, j'ai réglé à moins 30 cm. Cette lumière, elle arrive dans la lentille. Donc, il y a bien OA qui vaut moins 30 cm. C'est ce qu'on a fait expérimentalement. Et on voit sur l'écran qu'on commence à voir le F. Donc, en déplaçant l'écran, il peut être trouble. Quand je le déplace, j'arrive à des endroits où il va être de plus en plus net. Alors, pour faire la netteté parfaitement, après, j'ai éteint la lumière pour qu'on y voit mieux. Un peu plus, vraiment, qu'on voit parfaitement la netteté. Donc, il y a un papier millimétré sous le F. Il faut ajuster l'écran de manière à ce qu'on voit les quadrillages le plus nettement possible. Et là, c'est presque parfaitement net en déplaçant l'écran. Et quand c'est parfaitement net, je m'arrête et puis je procède aux mesures. Donc une fois que voilà, c'était net, j'ai rallumé. En fait, j'ai reculé l'écran pour que ce soit net. Il me reste plus qu'à faire les mesures sur le banc pour remplir le TP. Alors les mesures, elles valaient combien? Eh bien, on a mesuré sur cette vidéo, je le montre, c'est la deuxième vidéo, AB, donc c'était la taille du F d'origine. Déjà le F il est renversé, je ne sais pas si vous voyez par rapport au F d'origine. La taille du F fait 3 cm de haut en le mesurant. Donc ça avec une règle, on peut voir ça c'est un papier millimétré, ça fait 3 cm de haut, il y a 3 carreaux. Mais je mets une règle d'habitude, je ne l'ai pas fait sur la vidéo.
3 cm. Donc après, quand je vais de l'autre côté et que je regarde à quelle distance j'ai mis l'écran, déjà, cette image-là, quand je la mesure, elle fait 6 cm de hauteur. Sauf qu'elle est à l'envers. Donc le A, il est ici, et le A', il est ici, et le B', il est en bas. Donc A', B' va être négatif, et il va valoir moins 6 cm. Ensuite, pour avoir la distance à laquelle se trouve l'image, il faut que je regarde de l'endroit où j'ai ma lentille jusqu'à l'endroit où j'ai mis l'écran. Donc là, je suis à 30 cm, à peu près, pour la lentille. Et ici, je vais aller voir où est l'écran. Et l'écran, je vois qu'il est à 87, 88 cm. Donc à peu près 57 cm. De 30 à 87, il y a à peu près 57 cm. Donc OA' vaut 57 cm. On peut compléter tout ça. La taille de l'objet F, c'était 3 cm de haut, mais c'est positif. OA', ça fait alors 60 cm, on a trouvé 57 expérimentalement. A'B' faisait moins 6 cm parce que le F il était à l'envers. Et quand je fais le rapport de A'B' sur AB, bah, je me retrouve avec moins 2. A'B' vaut moins 6 divisé par 3, ça fait moins 2. L'image elle est plus grande et elle est renversée. Bon, bah, tout ce qu'on a trouvé expérimentalement là, ici, bah, on peut le retrouver par le schéma, avec le tracé des rayons comme on l'a fait juste avant. Donc c'est ce qui est proposé en petit b. On va essayer de retrouver l'endroit où se trouve l'image et la taille de cette image, mais en traçant les 3 rayons caractéristiques. Donc je passe à la suite. Ici, on doit reproduire le schéma, le modèle de la lentille précédente. Cette lentille, elle avait une distance focale de 20 cm et on plaçait l'objet à moins 30 cm. Donc si j'ai cette échelle-là, 5 cm pour un carreau, ça signifie que je vais mettre ici 20 cm, donc là j'ai 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, et là je vais pouvoir placer F'. Parce que la distance focale, on l'a dit, c'est OF' qui vaut 20 cm. Bah, S c'est le symétrique, donc il sera à 4 carreaux, mais avant. Maintenant, OA, on a dit que c'était moins 30 cm. Donc ici j'ai déjà 20 cm en arrière, donc moins 20. Et là je vais avoir moins 30. Donc OA va être ici. Et ensuite AB qui fait 3 cm de haut. Alors là il y a une erreur ici de ma part. L'échelle, elle fait, ce carreau-là vaut 1,5 cm. Donc avec 2 carreaux, ça me fait bien 3 cm de haut. Après je trace les 3 rayons caractéristiques. Je pars de B, parmi tous les rayons qui partent, je vais en choisir 3. Donc celui qui passe par le centre optique, il est dévié. Celui qui part parallèle, il ressort en passant par F'. Et celui qui part en passant par F, il va ressortir parallèle. Ces 3 rayons, si on fait les choses comme il faut, c'est pas facile, mais vous vous entraînerez pour le faire, vous. Bah, ces 3 rayons, ils sont censés se croiser assez bien au même endroit. Cet endroit-là, là où ça se croise, bah, ça va être le point image de B, c'est-à-dire B'. Et pour trouver le lieu où se trouve A', bah, on va remonter ici sur l'axe optique, et là il y aura A'. Donc voilà où se trouve l'image A', B', et on voit bien qu'elle est renversée, comme dans la situation expérimentale où le F était à l'envers. Et maintenant je mesure les caractéristiques de cette image. Alors AB ça fait 3 cm, on l'avait déjà dit. OA', je mesure le nombre de carreaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux x 5. 12 x 5, ça me fait 60 cm. C'est positif puisque je vais de haut vers A', de la gauche vers la droite. A', B', il fait 1, 2, 3, 4 carreaux, mais chaque carreau vaut 1,5 cm. Chaque carreau. Donc là, je suis à 3, et 3, 6, j'arrive à 6 cm, mais c'est inversé, donc ça fait moins 6 cm. Et si je divise l'un par l'autre, moins 6 sur 3, je retrouve moins 2. Ce que j'avais trouvé expérimentalement ici, ça c'est moins 6. Ce que j'avais trouvé expérimentalement ici, et c'était 3 là, je l'ai retrouvé
avec le tracé des trois rayons caractéristiques. Cette image-là qu'on a pu projeter sur un écran, on dit que c'est une image réelle, parce que je peux vraiment la mettre sur un écran. Elle est réelle. Comme quand je projette un film au cinéma, l'image qui est sur l'écran, c'est une image réelle, elle est projetée. On va voir une deuxième situation dans laquelle on peut projeter l'image. C'est bon pour ce stade-là? Oui. Ne saturez pas trop? Non, c'est bon, ça va. Ça va? Ok, on a bientôt fini. Donc, la dernière situation, cette première situation, je l'ai faite pour que vous voyez les conditions pour lesquelles on peut avoir une image réelle. On constate que l'objet, on l'avait placé à gauche du foyer objet, à gauche de F. Maintenant, si l'objet, donc cette espèce de trou de F lumineux là, si je le place entre F et O, c'est ce qu'on va faire dans l'expérience 3. Donc dans l'expérience 3, cette fois-ci l'objet ici, on voit bien qu'il est placé entre F et O. Alors que précédemment, je l'avais mis là avant F. Alors, on va le faire expérimentalement. Là, je proposais de mettre une distance OA de moins 15 cm. Comme pour F, j'ai moins 20, puisque la distance focale fait 20 cm. Ici, je suis bien entre F et O, à moins 15 cm. Quand je fais le montage, alors, elle est où ma vidéo? Ça marche plus, là? Je peux pas la lancer. Ah si, il faut que je change le curseur, là. Voilà. Donc, j'ai fait le montage, et vous allez voir qu'en déplaçant l'écran, en fait, on n'arrive pas à trouver l'image. Donc là, il faut que je place 15 cm entre mon objet et la lentille, pour que de la lentille à l'objet, ça fasse moins 15 cm en arrière. Donc là, j'ai déplacé la lentille sur 15, on a bien 15, ici on a 0, donc on a bien 15 cm entre les deux, donc moins 15 cm pour OA. Et quand je déplace l'écran, déjà là on voit plus le F, là. Et si je prends, là j'ai éteint la lumière pour qu'on essaye de voir un peu, on voit un petit halo lumineux là. Et en fait, on voit que même en déplaçant, j'arrive jamais à obtenir un F qui est net. Si je m'éloigne trop, on voit pas rien du tout. Quand je me rapproche, ça fait un truc qui est flou. Là, on voit rien, mais on va le revoir, mais ça fait flou tout le temps. Donc, j'arrive pas à trouver une image réelle sur l'écran. En revanche, si je regarde à travers la lentille, alors là, j'ai mal placé ma caméra au départ parce que je me rendais pas compte, mais je l'ai bien placé après. En descendant bien ma caméra pour regarder à travers la lentille, je découvre le F. Et ce que je constate, c'est qu'il est à l'endroit. Il est bien à l'endroit. Et il est plus grand que ce qu'il n'est quand je le regarde par au-dessus. Il est agrandi, en fait. Donc je le vois. Et quand je monte la caméra et que je le regarde à l'origine, il est plus petit. Donc on dit que cette image-là, c'est vraiment une image, elle est virtuelle parce qu'elle est derrière la lentille, elle est avant la lentille. Elle est droite, parce qu'elle est pas inversée. Et elle est plus grande. Donc c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'effet loupe, c'est ce qui se passe avec une loupe ici. Donc est-il possible de projeter l'image sur un écran, net sur un écran? Bah non, elle est floue tout le temps. Quand on observe l'objet à l'œil à travers la lentille, on peut voir que l'objet, on le voit à travers la lentille, mais on le voit plus grand et un peu derrière, et à l'endroit. Donc l'image, elle est droite et plus grande. À quel instrument cela vous fait-il penser? Ça fait penser à une loupe. Donc maintenant, si on veut construire cette situation avec les trois rayons particuliers, on va le faire, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on ne trouvait pas une image qui se projette sur un écran, et pourquoi est-ce qu'à travers, on voit quelque chose qui est plus grand. Donc j'avais positionné la lentille ici, alors j'ai toujours modifié, je crois que je l'ai fait sur votre document à vous, il me semble que j'ai mis 3 cm pour 2 carreaux, à vous de vérifier, mais bon, là, un carreau ça vaut 1,5 et pas 1. Du coup, si j'en prends 2 de haut, ça va valoir 3 cm. Est-ce que vous avez bien ça sur votre document? Normalement, je l'ai modifié sur votre document. Enfin bon, vous verrez. Oui, je crois. Bon, je vais placer maintenant, dans cette situation, les foyers objet et image à 20 cm. Et puis l'objet, je vais le placer à moins 15 cm. Donc 20 cm, si j'ai 5 cm carreaux horizontaux, j'ai toujours F' à 4 carreaux. F, il est à 4 carreaux de l'autre côté, comme tout à l'heure. Ça n'a pas changé, c'est la même lentille. Et cette fois-ci, j'ai mis AB à moins 15 cm, donc 5, 10, 15 en arrière, il est là. Ah. Donc j'ai AB qui est ici, qui fait 3 cm de haut, et qui est à moins 15 cm.
Je trace les 3 rayons particuliers. Celui qui passe par le centre, il n'est pas dévié. Celui qui part parallèle, il ressort en passant par F'. Déjà, je constate qu'avec ces 2 rayons, je peux bien les prolonger tant que je veux, ils vont jamais se croiser. Je vais essayer de faire le troisième, c'est un peu plus compliqué, mais le troisième, il semble provenir de F, il arrive là-haut dans ce sens-là, il ressort parallèle. Pareil, celui-là, il s'écarte des 2 autres aussi. C'est normal qu'on puisse pas retrouver un endroit où ces 3 rayons se croisent pour former l'image. On ne pourra jamais. Et plus je m'écarte, plus je m'éloigne, et plus cette lumière, elle s'écarte, donc ça fait quelque chose de flou sur l'écran. En revanche, mon œil, quand je me mets là, ou la caméra de la GoPro que j'ai utilisée, quand je le mets là, alors il est plus grand mon œil, il collecte toute cette lumière là. Il va collecter tous ces rayons de lumière et il va avoir l'illusion que cette lumière, elle provient d'un endroit qui est plus loin ici. Parce que le cerveau va dire, tiens, ce rayon il vient de là, celui-là il vient de là, celui-là il arrive comme ça. Donc ces trois-là, ils proviennent d'un même endroit qui est plus en arrière. Donc si on prolonge en pointillé ces rayons de lumière qui se propageaient de la gauche vers la droite, si on les prolonge en arrière comme ça, on voit qu'ils proviennent tous d'un même endroit. Donc ils semblent venir dans un endroit où ils se croisaient en fait. Sauf qu'ils proviennent pas réellement de cet endroit-là. Ils nous donnent l'impression de provenir de cet endroit-là à la sortie de la lentille. Eh bien, c'est pour ça qu'on voit le F plus grand et un peu en arrière, mais que à travers la lentille. C'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Donc cet endroit-là où ça semble provenir, c'est B', et en bas je vais avoir A'. Et je mets ça en pointillé parce que c'est une image qu'on va appeler une image virtuelle. Donc ça, c'est une image virtuelle parce qu'elle n'est pas projetable. Mais c'est quand même une image. Elle existe, on peut la collecter avec notre œil, on peut la voir. Donc si je mesure AB qui faisait 3 cm toujours, OA' cette fois-ci, OA' il est négatif, je recule, et ça fait moins 12 carreaux, donc mon moins 12 fois 5, ça fait moins 60 cm. Et la taille de A'B', elle est positive cette fois-ci, parce que ça monte, et je compte le nombre de carreaux, je crois que ça fait 12, alors c'est positif, ça fait plus 12 cm de haut. C'est bien plus 12, j'ai pas dit de bêtises, donc là j'ai à 3, et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est ça. Maintenant si je fais le rapport des deux, j'ai 12 sur 3, ça me fait 4, j'ai une image qui est 4 fois plus grande que l'objet. Et comme il n'y a pas de signe moins, ça veut dire qu'elle est renversée, elle est à l'endroit. Donc ça c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. On ne peut la voir avec un œil, mais on ne pourra pas la projeter sur un écran. Donc voilà pour cette séance-là. Ça fait beaucoup, c'est dense. Cette vidéo, je vais l'arrêter. Je la mets sur YouTube. Si vous voulez vous retourner la voir, vous pourrez retourner la voir. Maintenant, je vais mettre la correction des exercices sur les couleurs. Je vais vous la mettre sur le NP, comme ça vous pourrez vous entraîner aussi sur les exercices qui ont été faits en classe. J'arrête juste la vidéo dans l'enregistrement.